Bonsoir, cher Slimani. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour ce lundi soir. Alors, votre histoire est connue, très connue, mondialement connue. Vous avez été arrêté en 2010, alors que vous étiez analyste au sein de l'armée américaine, pour avoir transmis à Wikileaks, l'organisation de Julian Assange, plus de 750 000 documents militaires classés secret défense, tous en rapport avec la guerre en Irak et en Afghanistan. Transmission qui a abouti à de nombreuses révélations dans tous les journaux du monde sur les différentes exactions commises par l'armée américaine dans ces conflits, dans ces guerres. Vous avez été condamné à 35 années de prison pour ces faits. Au bout de 7 années, Barack Obama a commué votre peine et vous avez été libéré. Mais vous avez à nouveau été incarcéré en 2019 pour avoir refusé de témoigner contre Wikileaks devant un grand jury. Vous avez à ce moment-là exécuté une peine à nouveau d'une année. Vous venez de publier vos mémoires qui s'intitulent readme.txt et qui viennent d'être traduites et publiées en France, dans lesquelles vous revenez sur votre enfance, votre enrôlement dans l'armée, ce qui vous a poussé à révéler les exactions de l'armée américaine et l'enfer carcéral qui s'en est suivi pour vous. Mais dans la mesure où cette histoire, votre histoire est bien connue, nous avons décidé de ne pas trop évoquer ce qui est déjà dans votre livre et plutôt de discuter avec vous et de vous interroger sur ce que vous faites aujourd'hui. Ce qui vous a rendu célèbre, entre guillemets, on insiste sur les guillemets, c'est le fait d'avoir rendu publiques et transparentes des informations qui avaient vocation à rester absolument secrètes et opaques. A contrario, aujourd'hui, vous travaillez pour une organisation qui s'appelle NIM, dont l'objectif pourrait apparaître complètement opposé, à savoir, NIM, le travail de NIM consiste à chiffrer et brouiller les informations qui s'échangent sur Internet afin de garantir le plus grand anonymat et la plus grande opacité à ses usagers. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez donc un peu nous expliquer en quoi consiste votre travail aujourd'hui pour NIM ? C'était absolument vital pour moi en 2010 que je communique, que je sois en mesure d'avoir des communications chiffrées. Donc je ne crois pas que j'ai non plus changé mon système de valeurs ou quelque chose comme ça. Une chose qui est arrivée en 2010, ou depuis 2010, c'est que les méthodes de communication, comme les VPN ou comme Tor, qui était ce que j'utilisais en 2010 afin de dissimuler les communications, pour assurer la sécurité, s'assurer que l'information essentiellement était sécurisée, ou plutôt que la communication d'informations était sécurisée. Et qu'elle pouvait être aussi anonyme que possible, et ça aussi longtemps que possible. Donc les techniques, ces techniques, elles étaient à la pointe à l'époque, mais depuis, il existe de nouvelles techniques pour faire le tri, pour être capable d'identifier les connexions entre différents nœuds au sein d'un réseau global. Les fournisseurs d'accès Internet, les acteurs étatiques, les grosses sociétés sont capables en somme de faire ce tri d'informations pour démêler ces sortes de circuits de communication entre un point A et un point B. Donc maintenant, ils ne sont plus considérés comme aussi anonymes qu'ils pouvaient l'être en 2010. Donc NIM, c'est un outil qui essaie de rectifier ça en ajoutant une couche supplémentaire de sécurité pour chiffrer les communications entre deux ou plusieurs points. C'est-à-dire entre soi et un serveur, entre soi et un client, entre un point A et un point B. Donc ça rajoute une couche supplémentaire où tous les paquets d'informations ne passent pas sur un circuit direct entre un point A et un point B, mais à la place, chaque section individuelle d'un message, chaque lettre, si vous voulez, chaque paquet est individuellement pris et chacun passe par un chemin différent et reconstruit ensuite de l'autre côté. C'est ainsi que NIM fonctionne, c'est ce qu'on appelle le Mixed Net. Le Mixed Net traverse et mélange tous ces nœuds rencontrés sur le réseau et ils sont ensuite reconstruits de l'autre côté. Il y a beaucoup de calculs, beaucoup de complexité pour trier ce qui se passe, mais c'est le prix à payer pour tenter d'être capable de masquer vos communications entre un point A et un point B.
NIM s'apparente donc à une couche technique supplémentaire à Tor, où tous les paquets transitent à travers ces mixnets. Comme il semble n'y avoir aucune blockchain ou équivalent, pourriez-vous expliquer quels sont le type d'organisations qui régissent le réseau et ce qu'elles font? Tor est une organisation à but non lucratif qui accepte des dons de personnes ou des subventions. Je ne suis pas vraiment au fait de qui spécifiquement, pour le cas de Tor, obtient cet argent. Mais en tout cas, ça limite leur capacité de croissance, car ils dépendent de subventions pour évoluer. C'est donc une limite, une sorte de limite, car les acteurs menaçants au sein de ce réseau sont devenus de plus en plus élaborés. Et les techniques de dissimulation et d'anonymisation n'ont pas suivi cette évolution, ce qui est dommage. Je suis plus familière avec la partie mixnet de NIM. Mais si je comprends bien, vous posez la question à propos du modèle incitatif. Il y a une partie du réseau qui est propre à NIM, car il y a deux parties, Mixnet et un système de récompense par token, qui est un modèle incitatif qui est bâti sur Mixnet pour un node provider, afin que le Mixnet soit sécurisé et améliore sa sécurité. In order for the Mixnet to be secure and to be increasingly secure, you have to have. Ça veut dire que tu dois avoir autant de nœuds que possible, des nœuds haute capacité qui font de façon très avancée des calculs complexes très rapidement à travers le réseau pour permettre au paquet de données d'aller d'un point A à un point B. Et ils doivent être réputés. Ils doivent avoir une certaine quantité de preuves, c'est-à-dire avoir la capacité de prouver ce qu'ils font. Globalement, c'est qu'ils agissent rapidement, qu'ils collectent aucune information et qu'ils se contentent de faire les calculs, d'aller d'un point A à un point B, sans qu'eux-mêmes ne sachent quelle donnée est transférée à travers le réseau. Pour faire cela, il faut trier avec un modèle réputationnel. Les opérateurs de nœuds doivent au fur et à mesure être analysés lorsqu'ils calculent et travaillent à travers le réseau. On leur attribue un certificat ou un token qui en fait dit « Ok, sur tel point tu sais comment opérer sur tel réseau, leur réputation est bonne et ils font ce qu'ils sont supposés faire à travers le réseau ». Par conséquent, on attribue un token ou une sorte de certification de ce qui est accompli et la certification est transférable sur le réseau afin que vous sachiez, dans la mesure du possible, que plus vous faites de bonnes choses sur le réseau et que vous devenez plus réputé, plus vous êtes capable de transférer davantage de données et donc de déplacer vos propres quantités de données d'un paquet sur le réseau. Alors, en pratique, si la technologie semble déjà assez mûre, pourriez-vous expliquer comment, en tant que journaliste par exemple, je pourrais l'utiliser dans mon travail quotidien? Le but, c'est, au moins selon moi, car il y a différentes visions de comment ça peut marcher, le but, c'est que ça doit être transparent. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose à faire de spécial, il n'y a pas besoin de connaissances particulières en coding, pas besoin d'outils spécifiques. Il suffirait de lancer une application qui prendrait en charge tout ça, comme un navigateur Internet, et ça marcherait, et on aurait du coup accès à des communications sécurisées à travers le réseau. Une des choses en 2016 qui m'a conduite à plaider en faveur du Mixnet, c'était en fait de nombreux problèmes qui existent encore actuellement et qui, je pense, existeront davantage dans les 15 ou 20 prochaines années, avec un système qui s'appelle Secure Drop. À l'époque, je préconisais un changement, que la plateforme bascule du coup vers une plateforme Mixnet, mais il n'en existait pas encore. Switch over to a Mixnet, but no Mixnet at that time existed. C'est pourquoi je pense que NIM est innovant, car c'est une tentative pour le faire. Donc ce ne sera peut-être pas le Mixnet du futur, mais c'en est certainement un qui est opérationnel, qui est fonctionnel et qui a le plus de potentiel aujourd'hui.
Et vous savez, je pense que ce sera une chose transparente, comme vous, en tant qu'utilisateur à travers le réseau, n'aura jamais à connaître aucun codage supplémentaire, aucune connaissance supplémentaire. Ça fonctionnera directement pour vous. C'est un peu le but comme il y a chez Signal. C'est une application qui envoie et reçoit des messages chiffrés à travers le réseau. Un outil comme Signal se doit d'être capable de fonctionner directement. Il ne faut pas qu'on ait à connaître quoi que ce soit sur le chiffrement ou quoi que ce soit sur la technologie avancée de sécurité pour les utiliser. Y a-t-il une taille limite de données que l'on peut envoyer sur une île? Pour le moment, je crois qu'il y a des messages textes qui peuvent être transférés par ce moyen, les images aussi, et des petites vidéos. Sur Telegram, par exemple, qui fonctionne déjà, il est possible d'envoyer ou de recevoir des messages comme si on utilisait un VPN. Dans le futur, on voudrait augmenter l'échelle, et ça doit bouger vite. Moi, c'est vraiment une de mes préoccupations principales, de comment faire que ce réseau puisse être opérationnel le plus rapidement possible. En ce qui concerne la sécurité, un des problèmes majeurs, c'est la quantité de nœuds qui existent sur le réseau et la vitesse à laquelle les paquets peuvent être transférés à travers le réseau. Donc mon travail, c'est d'explorer les différentes options et les opportunités qui peuvent nous permettre d'accélérer, parce que plus le processus sera rapide, plus il sera répandu, plus il sera sécurisé. Alors une question un peu plus générale et un peu plus politique quant à votre sentiment sur les enjeux liés à la technologie. Pour le dire de façon un peu caricaturale, lorsqu'on essaie de penser la technologie, on se retrouve face à trois grandes tendances. La première tendance, qu'on pourrait qualifier de pessimiste, considère que la technologie est mauvaise en soi, du fait qu'elle soit absolument corrélée, que son développement soit absolument corrélé à un certain système économique et grosso modo à la domination. La seconde tendance, qu'on pourrait qualifier d'optimiste, pense au contraire que la technologie est bonne en soi et que son développement devrait nous permettre de nous libérer des contraintes naturelles. Et puis il y a une troisième tendance, que l'on pourrait dire pragmatique, qui essaie de ne pas avoir une approche morale à la technologie et à la technique, mais qui voit plutôt une course entre d'un côté son appropriation évidente par la domination et de l'autre la possibilité toujours ouverte de hacker ce qui peut l'être, de se réapproprier ce qui peut l'être. On imagine bien que vous vous situez davantage dans cette troisième catégorie. Mais donc si on considère qu'il y a une course entre d'un côté le pouvoir et de l'autre la possibilité de subvertir la technologie, les moyens techniques, qui selon vous est en train de gagner cette course en ce moment? Je crois que c'est une très bonne question. Selon moi, une technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. C'est simplement un récipient dans lequel on peut mettre ses croyances. Quelle que soit la société, quel que soit le groupe de personnes qui l'utilisent, c'est l'ensemble des valeurs qui souhaitent incorporer à ce type de technologie qu'on met à l'intérieur. Si tu veux faire du mal ou quelque chose de mauvais, la technologie en elle-même ne va pas t'en empêcher. Il n'y a pas de limitation technique de ce que tes valeurs établissent, donc c'est en fait un problème très humain. L'enjeu est humain, et l'enjeu technologique, on tend à le séparer de cela. C'est plutôt qu'est-ce qui est faisable techniquement. Ça ne veut pas nécessairement dire que la technologie en elle-même est soit libératrice, soit dominante, ou à comprendre à l'intérieur des dynamiques de pouvoir et de la domination. Je crois que ça dépend de ce que nous, en tant que société en fait, quelles limitations on pose, quelles valeurs on établit et quels problèmes on tente de résoudre. J'ai tendance à penser qu'on peut utiliser ces technologies pour des choses plus positives et libératrices, mais c'est absolument pas automatique. C'est pas inhérent à la technologie, de la même manière qu'il n'est pas inhérent que la technologie puisse être utilisée pour de mauvaises choses. Maintenant et plus tard, du fait que de grosses entreprises en place et des acteurs gouvernementaux ont une sorte de monopole sur l'accès aux technologies les plus poussées et avancées et sur leur existence même, comment elles sont conçues, développées et quels sont leurs buts, comment sont utilisés les opérateurs de systèmes de surveillance, la façon dont la collecte de données établie
filtre, trie la donnée, comment la donnée elle-même est utilisée par l'intelligence artificielle, etc. Ça profite spécialement à un segment de la population sur un autre. Mais ce n'est pas inhérent à la technologie, c'est inhérent à la culture que nous avons. Je pense qu'en ce moment, les institutions les plus puissantes du monde l'utilisent évidemment à des fins de plus en plus avides, égoïstes ou intéressées. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Et je ne pense pas non plus qu'on ait dépassé le point de non-retour pour cela. En fait, je pense que la société a reconnu les limites du rôle de la technique, des limites technologiques qui ont été imposées par ces institutions en place. Maintenant, on a une opportunité unique de se demander, OK, dans quelle direction on peut aller et quelles alternatives peut-on développer et créer pour avoir quelque chose qui ne profite pas seulement à un groupe particulier de personnes plutôt qu'à un autre. Alors, dans le cadre des recherches et développements autour des technologies modernes, et en particulier celle de l'informatique, on peut dire qu'il n'y a pas ou très peu de rapports éthiques, de standards même éthiques, qui permettent de régir le travail des inventeurs, à savoir quel sera l'usage final de mon invention. On peut se rendre compte que dans les écoles, les laboratoires, c'est des questions qui sont très peu abordées. De ce point de vue, je rencontrais un éminent chercheur en machine learning, en intelligence artificielle, qui présentait ses travaux. Et en lui demandant à la fin de la conférence comment se faisait-il qu'aucune question sur ces rapports éthiques à l'intelligence artificielle n'avait été posée. C'est un éminent chercheur d'une entreprise très réputée dans les GAFAM, que je ne citerai pas. Et sa réponse à la machine à café était de dire qu'effectivement, ce type de questions remontait souvent sur Twitter en ce moment. Il y était soumis, mais qu'en fait, ce n'était pas son problème, qu'il était chercheur et donc ses problèmes étaient ailleurs. Donc on se rend compte qu'il y a quand même très peu de cadres favorables pour mettre en évidence le rapport de l'invention et de la pratique. Et de ce point de vue, que pensez-vous aujourd'hui de ce manque de cadre éthique dans le cadre de vos travaux et de vos recherches? J'ai identifié cela comme un problème majeur. Depuis la position de quelqu'un qui a utilisé de la technologie dans une institution non compétente, en l'occurrence l'armée américaine, dans le milieu du renseignement. J'ai vu ce genre de dynamique qui se joue quand il s'agit d'avoir accès à une grande quantité de données, de n'avoir aucun questionnement éthique à cet égard, aucune question soulevée, ni aucune sorte de limite imposée en tant que data scientist ou en tant que chercheur. Et ça, à l'intérieur de divers contextes, qu'il s'agisse de contextes illégaux ou de contextes légaux, qu'il s'agisse de la police ou de l'armée, qu'il s'agisse de publicité ou de médias sociaux ou d'un message politique. On a vu ça dans le milieu de la technologie. Et finalement, c'est un relativement petit nombre de personnes, peut-être quelques centaines de milliers de personnes dans le monde, qui a vraiment une compréhension fondamentale de la façon de construire à partir de zéro ces outils et ces applications, ou du moins ont reçu la formation pour le faire, ou qui ont l'expérience nécessaire. Il n'y a donc pas vraiment de normes éthiques. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de processus de certification. Littéralement, quiconque ayant accès à la technologie peut utiliser la technologie. Cela tend à être de plus en plus des personnes qui ont déjà cet accès ou qui sont payées ou employées par des institutions ayant ce type d'accès.
Je pense que ce que nous avons vu est qu'il y a un énorme impact des personnes occupant ces postes de recherche, postes de développement, où il n'y a du coup pas de normes éthiques. Et pourtant, ils font face à chaque fois à des problèmes éthiques majeurs, très exigeants, des problèmes juridiques, des problèmes moraux. On pense aux avocats et aux médecins qui ont des normes éthiques. Vous n'allez pas appliquer l'approche de la Silicon Valley à la médecine. Vous n'avez pas cette approche en espérant que ça puisse fonctionner. Personne ne veut aller chez le médecin pour qu'ensuite le médecin lui dise « J'imagine que je vais juste faire ça et puis on verra si ça fonctionne ». Non, il doit vraiment y avoir des règles éthiques. Je pense que les gens de la technologie, ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui travaillent avec un important ensemble de données, doivent avoir ce genre de règles. Soit on les crée, un peu comme les docteurs et les avocats ont leurs normes, en s'auto-régulant ou en exigeant des conditions d'entrée dans la profession. Soit on fait autre chose, mais on doit très sérieusement envisager cela. Ou autrement, la société nous imposera de le faire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ces dernières années en France, il y a eu de plus en plus d'étudiants et de jeunes ingénieurs qui ont revendiqué de ne plus vouloir suivre la voie qui avait été tracée pour eux. Le fait le plus marquant, médiatiquement en tout cas, ça s'est passé l'année dernière lors de la remise des diplômes des étudiants d'AgroParisTech, où certains étudiants sont montés sur scène et ont fait un discours pour expliquer grosso modo que ce à quoi leur formation menait, c'était le désastre et donc qu'ils préféraient déserter et au moins bifurquer. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai conscience de ça. Aux États-Unis, il n'y a pas nécessairement la même chose qui se passe. Mais la Silicon Valley, qui accueille les plus grandes entreprises, est très consciente de ces mouvements qui émergent à l'international. Il y a aussi des appels de ce genre qui sont produits dans le monde anglophone, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a eu une tendance à licencier les gens très rapidement et de façon très agressive pour supprimer tout type d'organisation ouvrière dans l'espace technologique. Il y a eu des licenciements massifs, il y a eu un ciblage des individus à l'avance pour empêcher que cela ne se produise, parce qu'ils regardent ce qui se passe ici en France et dans le monde francophone et qu'ils sont très inquiets. Ils veulent pas que ça se produise là-bas, alors ils deviennent très sélectifs sur les types de personnes qu'ils choisissent et éventuellement aussi sur le type de réputation qu'ont les gens qu'ils emploient. Alors derrière cela, il y a ces mouvements qui tentent de s'organiser autrement, notamment de manière décentralisée. Le principe de décentralisation qui semble être au cœur de ce que vous proposez au sein de la technologie NIM. Est-ce bien exact? Je dirais davantage que le but, c'est d'être distribué et pas d'être décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'il y a différents centres de nœuds et différents rayons à travers le réseau et qu'il faut toujours une dynamique. Je crois qu'en fait, ça affaiblirait le réseau sur le plus long terme. On gagnerait plutôt du coup à avoir un réseau vraiment distribué qui serait bien plus à même de répondre aux besoins. Si vous pensez à ça comme un genre de blob, il y aurait un blob central et tout communique par ce point central de façon décentralisée. Vous avez beaucoup de petits blobs, beaucoup de connexions entre eux. La distribution impliquerait que tout est connecté à tout le reste et c'est à peu près tout aussi horizontal que possible. Pourriez-vous expliquer comment un type d'architecture décentralisée, ou plus précisément distribuée comme Tor ou NIM, pourrait modifier les rapports et les actions sur le réseau? Si le réseau est davantage distribué ou décentralisé sur le long terme, la collecte de données ne sera plus monétisable. Si vos données de connexion sont directement entre deux personnes qui ont le minimum de données centralisées, alors cela réduit en fait la surface de collecte de données qui peut se produire, et cela ne permet qu'à un nombre plus restreint d'acteurs de pouvoir utiliser et collecter ces données.
Le plus de distribution on a, moins on a tendance à la centralisation, à la marchandisation de l'information et des relations. En conduisant les gens de manière algorithmique vers certaines directions, ça devient moins marquant. Je valorise évidemment ces choses, je sais qu'il y a des limitations techniques, il y a des limitations sociétales à ça, mais je pense à un but général de plus en plus large à travers les réseaux distribués, comme les réseaux peer-to-peer par exemple. BitTorrent, par exemple, est un réseau distribué. Il n'y a pas un seul site BitTorrent, il y a des sites qui regroupent des informations, comme on a vu avec Tor, où les torrents sont référencés. On voit lesquels sont disponibles et combien il y a de seeders, combien il y a de leechers, combien de personnes connectées il y a à l'intérieur du réseau. Mais vous savez, le réseau peer-to-peer est distribué, ça veut dire qu'il n'y a pas de point central. Ce type de réseau proposé par NIM soulève de grandes questions vis-à-vis de la confiance. Si nous voulons plus d'anonymité en envoyant et recevant des données sur le réseau, la parentalité et l'authenticité de l'information sont aussi défiées. Comment pourrions-nous proposer de nouvelles méthodes pour dire « oui, ok, je vais être anonymisé, mais aussi une personne réelle, le vrai ou la vraie autrice de cette information ». Je pense que c'est très important et je pense que ça va être de plus en plus important dans une ère où l'usage de l'intelligence artificielle peut générer une quantité énorme d'informations similaires à un humain, qui est indistinguable de vraies informations collectées. Je pense notamment aux vidéos deepfake dans les articles, la mésinformation ou la désinformation. Je crois que la vérification de l'information va devenir de plus en plus importante. Les gens me questionnaient souvent dans le contexte des années 2010 et même encore en 2020 sur les choses dont je me souciais. Il y avait une idée que ce serait le secret contre la transparence. Ça a complètement changé. On est dans un environnement aujourd'hui, un environnement informationnel complètement différent. Nous sommes dans l'âge de la transparence radicale. Et en fait, on est tellement transparent que ça devient inconfortable pour les personnes. Vivre nos vies parce que chaque bit d'information est de traces de données collectées et utilisées souvent pour nous vendre des informations et ça peut créer une forme de fatigue. Je pense qu'être en mesure de vérifier l'authenticité des informations va devenir beaucoup plus précieux. Et je pense qu'il existe des technologies de style cryptographique qui peuvent être ajustées, adoptées, développées et également de nouvelles technologies qui seront créées car une des choses qui est plutôt unique à propos des mathématiques, c'est qu'à la fois l'intelligence artificielle et la dynamique des réseaux, des gens et des communications et la cryptographie ont en quelque sorte le même noyau entre eux. Il y a une sorte d'antagonisme. L'intelligence artificielle, elle ne peut pas éviter d'elle-même le deuxième principe de la thermodynamique. L'intelligence artificielle, elle ne peut pas défaire la cryptographie. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas mieux faire qu'un humain ou qu'une technologie brute. Il y a toujours cette limitation de l'intelligence artificielle qui n'est pas capable de reproduire un droit de signature cryptographique. Il est donc possible de vérifier et d'identifier les informations si elles proviennent d'une source en particulier et de vérifier à partir d'un forensic trail. Et je pense que ça va être beaucoup plus précieux au cours des 2 ou 3 prochaines décennies que l'information soit censurée ou non ou partagée ou non. C'est quelque chose de très répandu maintenant. Mais il y a quand même quelque chose d'assez étrange et perturbant dans ce que vous dites, à savoir que désormais, il faudrait qu'on fasse appel à des ordinateurs extrêmement complexes et puissants pour vérifier l'authenticité d'une chose, pour vérifier l'authenticité d'un petit bout de la vie. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de moyens techniques qui peuvent garantir ça. On peut faire en sorte qu'ils existent, mais on doit les construire et les construire rapidement. Nous sommes désormais dans une situation critique où l'intelligence artificielle est un genre de mode transhumaniste qui pousse les industries et les gouvernements dans les usines et dans le travail quotidien
à remplacer les corps et les systèmes de décision par des objets techniques. Comment pensez-vous que les systèmes distribués auxquels vous faites référence puissent proposer aux activistes, travailleuses, travailleurs et protestataires de nouvelles situations de lutte? C'est arrivé au cours de l'histoire que nous atteignions une étape à plusieurs moments où une technologie arrive et a un impact de transformation sur le fonctionnement même de la société. Toutes les fois où une nouvelle sorte de technologie apparaît, ça peut être un changement social également. Les matériaux synthétiques, par exemple, qui ont remplacé les tanneurs et la façon de faire la tannerie, en remplaçant la production du cuir ou des textiles. On a également vu ça avec le nombre de chevaux. Si vous regardez la population des chevaux à travers les États-Unis et l'Europe, elle a considérablement diminué avec l'apparition de l'automobile, du train, de l'avion, avec les nouveaux moyens de transport. Il y a donc une économie transformatrice qui a un impact très important et des effets qui se produisent avec ceci au fur et à mesure que la technologie arrive. Je crois que l'humanité s'ajuste à eux, les adopte et s'adapte. Et il y a une résistance envers eux, et c'est une résistance qui est justifiée, et les critiques sont justifiées également. On ne devrait pas juste mettre de côté notre force de travail complète au profit de l'intelligence artificielle, en automatisant par des machines ou d'autres choses. J'ai tendance du coup à être un peu plus nuancée sur ma perception des choses. Par exemple, on a déjà vu d'importants modèles de langage comme ChatGPT, qui a fait beaucoup débat récemment. Ça a fait naître de nouveaux emplois qui apparaissent grâce à la technologie. Cette technologie, elle est du coup génératrice et elle est déjà en train d'avoir un rôle innovateur avec des gens qui sont spécialisés pour la prompter, pour prompter cette technologie. En fait, il y a toujours besoin de l'humain. On est à nouveau dans un genre de carrefour où il va y avoir un impact de changement significatif sur la société et du conflit. Ce conflit, il a déjà existé à travers l'histoire. Et je crois que l'intelligence artificielle en est juste un de plus. Je crois pas qu'il s'agisse d'une situation, manichéenne. C'est plus complexe. J'ai tendance généralement à rester optimiste dans mon approche pour voir les opportunités dans ces nouvelles technologies, pour voir ce qui peut potentiellement nous faire évoluer par la technologie. Mais je crois qu'il y a en effet des critiques valables, des préoccupations valables qui doivent être soulevées concernant cette technologie et concernant les autres technologies. C'est pourquoi je me concentre absolument sur l'éthique qu'il doit y avoir dans ces questions et quelles en sont les implications et pourquoi c'est hyper important d'avoir cette conversation sur les implications de ce type de technologie. Alors une dernière question. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des ordinateurs, à comment ils ont été pensés, conçus, inventés, c'est ce qu'on appelle communément la cybernétique, on découvre qu'il existait à cette époque-là une étonnante proximité idéologique entre d'un côté les mathématiciens et les scientifiques qui pensaient les bases des ordinateurs, leur développement, et de l'autre le mouvement hippie et certains mouvements subversifs qui donc au même moment, dans les mêmes endroits, essayaient de penser des formes de pouvoir horizontales, non hiérarchiques. On pense évidemment à l'excellent film d'Adam Curtis, All Watched Over by Machines of Loving Grace. Donc, pour faire court, toute l'histoire de la Silicon Valley est traversée par une tension entre d'un côté une tendance plutôt très à droite, voire libertarienne, et de l'autre une tendance plus progressive, voire subversive. Aujourd'hui, il semble qu'une des lignes de partage politique, un des points de conflit dans tout ça, ça se situe justement précisément autour des questions de chiffrement et d'anonymat, et c'est à cet endroit-là que vous menez la lutte avec Nîmes. Mais donc, notre question c'est est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui il existe d'autres lignes de partage et de conflit auxquelles il faudrait s'intéresser? Oui, j'ai saisi l'idée générale. Je pense que
L'une des plus grandes préoccupations que j'ai pour aller de l'avant au cours des prochaines décennies, en particulier dans le monde axé sur les médias sociaux dans lequel on vit aujourd'hui. Je crois qu'approximativement 9% de la population en 2019 se considérait, je cite, comme extrêmement en ligne dans les pays haut débit. Les pays haut débit, c'est-à-dire les pays où il est très facile pour chacun d'avoir une connexion, comme la France par exemple. Alors qu'en 2021, à la fin de l'année 2021, après la pandémie et après du coup une phase de transition rapide du travail au profit de l'espace en ligne dans ces pays haut débit, le chiffre a explosé pour passer à presque 30%. Donc on a 3 fois plus de gens extrêmement en ligne que 2 ans auparavant. On a évolué dans une société où on est à ce point en ligne. Notre réalité, elle est façonnée non pas par la réalité physique qui nous fait face, mais par celle dans notre tête et celle présentée à partir de nos sources d'information. Il va y avoir un conflit, il va y avoir un choc majeur entre ce que la technologie nous permet de penser, de ressentir, ce avec quoi on est préoccupé, quelle réalité on veut croire, contre la réalité matérielle que l'on a dans notre vie quotidienne, pouvoir manger, pouvoir aller à son lieu de travail, pouvoir s'unir avec des gens, avoir des relations. On a vu que ce conflit, en fait, il a déjà commencé. Il a commencé à devenir central dans nos vies de tous les jours. Et je crois que ça va s'accélérer en intensité, en particulier avec la crise climatique qui devient plus profonde et les migrations de masse depuis l'hémisphère sud qui vont devenir de plus en plus intenses et de plus en plus importantes. Je pense qu'on va voir qu'il va y avoir plus de nihilisme, plus de rejet de la réalité, plus une sorte de choix au cas par cas opéré par les individus entre ce qu'ils veulent croire. Pour qu'on puisse arriver à une sorte de société démocratique ou une société égalitaire, on devrait pouvoir avoir des moyens techniques pour lutter contre cette tendance dont on parle depuis tout à l'heure.